Alors en Chine, la plupart des gens, ils boivent du thé vert. C'est 90% du thé qui est produit. Vous prenez le taxi, le gars, il a sa bouteille, il a du thé vert dedans. Il met son thé le matin, il met de l'eau, il rajoute au fil de la journée. Et c'est comme ça que boivent la plupart des gens. Il y a aussi le thé glacé. Par exemple, vous allez à l'épicerie, vous pouvez trouver du thé vert, du thé noir glacé, comme vous avez en Europe. Il y a aussi le bubble tea, par exemple, que vous commandez et puis il rajoute du lait dedans et des petites bulles. Mais du coup, évidemment, la Chine, c'est le pays qui a la culture du thé la plus riche, là. Le pays où le thé a été consommé depuis le plus longtemps. Et du coup, grâce à ça, chaque région s'est un peu spécialisée en Chine. Donc, on va dire qu'il y a déjà les connaisseurs de base, les amateurs de base de thé, ils vont avoir tendance à boire le thé de leur région. D'accord? Donc si vous êtes du Fujian, peut-être vous allez être dans le Tieguanyin, dans le Tahongpao. Après voilà, si vous êtes du Sichuan, vous allez être plus dans le thé vert, par exemple les thés verts de Ya'an, de Hemeishan, les endroits comme ça. Et si vous êtes dans le Yunnan, dans le sud du Yunnan, vous allez boire du pu'er. Mais à l'origine, du coup, c'est un thé vraiment paysan, le pu'er. Et en fait, il y avait deux grosses régions de consommation. C'est la région de Canton, le Guangdong, où là, on le consomme traditionnellement vieilli, comme du whisky, donc il faut le faire vieillir 10 ans avant de le boire. Et il y a l'Asie du Sud-Est. En fait, le pu'er, c'est aussi assez consommé du coup dans le sud du Yunnan, mais aussi en Thaïlande, dans le Myanmar, dans le nord du Laos, dans le nord du Vietnam. Et là, c'est marrant parce qu'ils avaient l'habitude souvent de le torréfier un petit peu avant de le consommer. Mais du coup, c'est vraiment un thé paysan quand c'est vu comme ça, le pu'er. Ça fait que depuis peu, en fait, que c'est devenu un thé d'amateur. Et pourquoi ce thé il passionne particulièrement les gens? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Je dirais c'est justement le rapport à la nature. En fait, quand vous achetez du pu'er, vous achetez surtout le terroir, vous achetez le matériau brut. La manufacture du pu'er, elle ne peut pas faire grand-chose pour le thé. On peut juste l'habiller décemment. Mais en fait, ce qui va faire vraiment un bon pu'er, c'est le matériau de base, c'est le goût de la montagne. Donc quand vous buvez du pu'er, vous ne buvez pas un cultivar clonal, par exemple, comme c'est le cas pour la plupart des thés. Quand vous buvez un Tieguanyin, par exemple, c'est le nom du cultivar, le Tieguanyin. Donc tous les arbres ont la même génétique, c'est le Tieguanyin. Mais quand c'est le pu'er, en fait, ça a été reproduit par graines et il y a eu un peu une sélection naturelle. Le théier s'est adapté au climat de chaque montagne, ce qui fait que dans chaque montagne, le goût du thé est différent. C'est ça qui a plu aux amateurs et ça fait à peu près 20 ans en Chine que le pu'er est populaire pour ces raisons. C'est vraiment pour la dimension du terroir, pour la complexité, le fait que ce ne soit pas clonal aussi, ça fait que vous n'avez pas un arôme super évident. D'accord? C'est un peu difficile de donner des adjectifs comme on le fait, comme on adore le faire d'ailleurs en France dans les boutiques de thé, pour beaucoup de thé ou pour le vin. C'est pas évident de donner des adjectifs comme ça parce que vous avez une complexité aromatique qui est assez déroutante du coup. Ça sent complexe mais on a du mal à mettre des mots dessus. Et ensuite, les gens le boivent aussi parce que ça fait beaucoup plus appel au feeling en bouche. Les sensations en bouche sont très importantes et ça parlera beaucoup aux buveurs de whisky, je pense, où finalement l'arôme, ça peut être un petit plus, mais pour moi, c'est la cerise sur le gâteau, l'arôme. Ce qui fait le corps vraiment du pu'er, c'est la structure. Quand vous le buvez, comment ça se déploie, comment évolue l'amertume, l'astringence. Est-ce que vous avez un effet comme ça sur les gencives et tout? Et après, une fois que vous avez bu, c'est l'arrière-goût. Ça a une certaine persistance, vraiment, le pu'er. Donc, c'est pour ça qu'on va dire les vrais amateurs de thé un peu hardcore qui cherchent vraiment le meilleur thé, ils ont tendance à tomber dans le pu'er malgré eux. C'est vrai qu'au début, on aime bien aller dans le thé vert, le thé noir, le Darjeeling. Après, on va un peu dans les thés des rochers, les Yantra, les Dansong. Ça, c'est aussi très intéressant aromatiquement. Mais quand on commence à comprendre que ce qu'on recherche, c'est des sensations en bouche, c'est vraiment dans le pu'er que vous allez trouver la plus grande richesse. Enfin, je dirais, le pu'er, il est adoré par les amateurs parce qu'il est très difficile à comprendre. Et en fait, ce que beaucoup de gens cherchent quand ils ont pour hobby le thé,
bah, c'est l'exploration et c'est d'essayer de comprendre vraiment des choses. Et là, je peux vous garantir que pour essayer de comprendre un petit peu le puer, ça va bien vous prendre quelques décennies, voire une vie entière, voire plusieurs. Donc là, il vaut mieux être bouddhiste et croire en la réincarnation quand vous êtes dans le puer. Mais du coup, bon, après, en Chine, il y a quand même un marché assez mainstream aussi du puer. Donc dans certaines régions, ça peut être un thé populaire où ce n'est pas forcément les gens qui sont à fond dans le thé qui vont le boire. Mais en général, quand même, ce qui fédère, c'est la complexité. Et c'est un petit peu un goût acquis d'ailleurs, le puer. Ça demande peut-être une certaine initiation. Bah ça, c'est à vous de me dire du coup.